Les débatteurs de Smart Tech s'appellent Yann Lechel, entrepreneur de la tech, PDG de Sens Digital, votre société de conseil et d'investissement, Yann. Oui. Léo Briand, cofondateur et président de VitaScience, donc une plateforme dont on a parlé ici même en interview, plateforme éducative qui a été pensée pour apprendre le code à l'école et puis qui propose aussi des outils innovants d'enseignement. Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, vous représentez un réseau des directions informatiques des très grandes entreprises et administrations publiques françaises, tous ceux qui sont impliqués dans cette transformation numérique. Et restez aussi avec nous en plateau Fabien Dombard, le directeur expérience client de Sequoia, et vous représentez aussi Sequoia en Allemagne. On commence avec cette première actualité. Recherche développeurs COBOL désespérément, ce sont les banques et les assurances qui se retrouvent en pénurie de main-d'œuvre, de talents, mais de talents sur un langage de programmation sexagénaire que l'on n'apprend plus vraiment sur les bancs de l'école. Alors ma première question, qui maîtrise le COBOL ici autour de la table? ChatGPT. ChatGPT, c'est une bonne réponse. Parce que ce langage est connu, il est scripté, scriptable, il y a suffisamment de corpus pour que l'on puisse régler ce problème. Donc je ne suis pas inquiet. Après, quand on entre dans le secteur de la banque et de l'assurance, je ne suis pas sûre qu'ils accueillent la réponse comme ça, à bras ouverts, en disant « Ok, on va filer ça à ChatGPT ». Un peu plus compliqué que ça, quand même. Ouais. Surtout que les problèmes de sécurité qui sont introduits quand du code est généré, on ne peut pas forcément les voir si on ne connaît pas vraiment bien le langage. Absolument. Donc, quand on voit qu'il y a potentiellement les risques associés sont énormes, s'il y a une virgule qui manque dans le code, potentiellement, on ne peut plus faire des virements bancaires. Enfin, les conséquences économiques sont énormes derrière, j'imagine. C'est comment on n'a pas vu venir ça, moi, c'est ça surtout qui m'interroge. Alors là, on le voit venir, enfin j'entends parler du manque de donc là, on arrive au pied du COBOL. mur et on n'a toujours pas de solution. Souvenez-vous du bug de l'an 2000. Oui, oui. C'était déjà la même histoire. Oui, on est allé chercher, il y a 23 ans, on est allé chercher des cobolistes dans tous les sens pour leur faire changer les 2 digits pour passer sur 4 digits pour la date. D'ailleurs, ça a fonctionné, on n'a pas eu de bug de l'an 2000 en vrai. Voilà. En fait, ça a très bien fonctionné, oui. Il n'y a pas eu de crise. Je ne sais pas si c'est grâce à eux, mais ça, il y a eu un travail de fond qui a été fait. Moi, je m'en souviens très bien, parce que j'étais impliqué à l'époque dans le sujet. Il y a eu un travail de fond, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de problème. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas eu de crise dans la réalité. Et des cobolistes, ça fait très longtemps qu'on en cherche et qu'on veut en former. C'est vrai que ça attire pas beaucoup. C'est pas extrêmement fun d'aller travailler sur le code des banques et des assurances. Et aujourd'hui, ça attire peu, mais les jeunes ou les moins jeunes qui se mettent au COBOL, ils trouvent du boulot, mais alors... D'ailleurs, il y a des formations qui sont proposées par Pôle emploi. C'est assez malin, ça. Et en bon start-upper, je dirais que là où il y a des problèmes, il y a des opportunités. Et je peux dire qu'il y a des fintechs qui travaillent justement sur ce problème de transition des ordinateurs centraux, donc ces mainframes, sur des bases beaucoup plus modernes. Mais de manière plus sérieuse, je pense que les modèles linguistiques vont permettre d'aider les humains à monter rapidement en compétences, produire du code, évidemment le vérifier, parce que c'est important si c'est un sujet critique, dans une banque par exemple. Donc il y aura toujours un human in the loop dans ce process, mais ces technologies vont nous aider justement à pallier à ces langages, voire langues. Oui, c'est un nouvel outil sur lequel on peut s'appuyer, absolument. Et alors à l'école, vous ne permettez pas aux jeunes de découvrir le COBOL ? Alors, le ministère de l'Éducation nationale en France a fait un choix assez fort, c'est de dire c'est Python pour tout le monde. Ah oui. Donc, certains regrettent cette décision parce que c'est quand même un peu unilatéral et qui ça s'applique à tout le monde, mais en même temps, c'est vrai que ça a la vertu d'unifier les enseignements, puisqu'avant, c'était un peu le Far West où certains faisaient du C, d'autres faisaient du Python. Je pense que personne faisait du COBOL, mais certains enseignants, anciens banquiers, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais font ça. Aujourd'hui, le COBOL n'est pas enseigné du tout à l'école, en tout cas. Mais toutefois, on peut dire que la logique de programmation, les Anglais disent computational thinking, enfin vraiment la pensée computationnelle, c'est pas très joli en français. C'est quelque chose qui est assez transverse. C'est-à-dire qu'on acquiert une démarche qui nous permet ensuite d'être à l'aise avec n'importe quel langage de programmation. C'est ça. Non, en fait, dans tous les langages de programmation, on a les mêmes notions de boucle, condition, variable, fonction. Voilà, c'est les 4 éléments essentiels de la programmation. Une fois qu'on maîtrise ces notions-là, elles sont communes à tous les langages, même si la syntaxe n'est pas la même.
C'est un peu comme quand on apprend à parler une certaine langue. Il y a des concepts d'adverbes, de mots, de phrases qui sont communs à toutes les langues, même si chaque langue après a sa syntaxe. Et c'est pas si simple d'être bilingue. Hein. Non. Mais sur ce sujet, quand même, toutes les grandes organisations qui utilisent aujourd'hui des mainframes et du COBOL sont quand même aujourd'hui engagées, et depuis des années, dans des démarches de transition progressive. C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'elles sont chez vous aussi, ces grandes organisations. Elles sont toutes intégrées dans des démarches de transition vers le cloud, à travers Mais ça nécessite des processus et des organisations extrêmement rigoureuses. On parle de dizaines de millions d'euros pour migrer d'un système à un autre. Ce sont des démarches, en tous les cas, qui vont prendre des années, qui coûtent extrêmement cher, parce qu'il faut avoir en même temps des équipes qui soient capables d'assurer la maintenance et l'évolution des lignes de code. Il y en a 800 milliards, je crois, qui tournent aujourd'hui dans le monde de lignes de code COBOL. Il faut assurer leur fonctionnement, leur évolution, leur correction, leur adaptation lorsqu'il y a des législations qui changent ou des conditions qui changent. Et puis, il faut en même temps faire migrer vers, par exemple, la containerisation, Kubernetes sur le cloud. Cette migration est en cours, vous nous dites. Mais ça fait des années que c'est commencé. Mais ça nécessite des organisations extrêmement rigoureuses, où on a des équipes qui font du Java, Kubernetes dans le cloud, et des équipes qui font du COBOL, qui se parlent, qui sont capables de travailler ensemble, qui connaissent toutes très bien les process qui sont gérés, et on fait ça petit bout par petit bout. Et ça va prendre encore des années, tout en faisant à chaque fois des vérifications extrêmement rigoureuses du fonctionnement, parce que pour une banque, pour un assureur, pour un État qui utilise du COBOL, vous ne pouvez pas vous permettre de voir votre truc qui tombe. Sinon, les conséquences pour les clients, pour l'entreprise, mais également pour les clients, pour eux-mêmes. Ça peut avoir des conséquences très importantes. Allez, on passe à notre autre actualité outre-Atlantique. C'est Neuralink qui a reçu, donc Neuralink, entreprise d'Elon Musk, faut-il le préciser, qui a reçu le feu vert des autorités sanitaires des États-Unis, la FDA, pour tester ses implants cérébraux sur des humains. Vous vous dites génial ou au secours ? Évolution de l'interface homme-machine. Ouais. Donc là, on parle de l'interface uniquement. Les craintes sont évidemment que cette interface soit connectée à cette IA, qui est un autre sujet dont on peut parler, mais globalement, ces interfaces homme-machine existent depuis un certain nombre de décennies. Sur le squelette, on peut y attacher des moteurs. On peut maintenant connecter le cerveau, en tout cas certaines parties du cerveau, à des interfaces qui vont stimuler certaines activités neuronales. Je me souviens, la console de jeu Atari en 1980 avait déjà un petit bandeau où on pouvait piloter une raquette. Ça marchait pas très bien, mais on est dans l'évolution lente de ces sujets. Le danger, il me semble, il est plutôt du côté du logiciel que l'on adjoindrait à ces interfaces, parce que, évidemment, là, on ne maîtrise pas du tout ce que l'on va pouvoir faire. Et puis l'idée de Neuralink, c'est de sortir du champ médical, de commencer par le champ médical, de fournir cette solution aux malades neurologiques, mais ensuite, à terme, vraiment de banaliser ces systèmes pour pouvoir nous connecter directement à la puissance des ordinateurs. Là, on entre dans le fantasme. Fantasme, je ne sais pas. Moi, j'y crois pas trop à la notion que quelqu'un aille se faire une chirurgie pour s'ouvrir la boîte crânienne, mettre une puce dedans. Je pense que le non-invasif va plutôt prendre le dessus des capteurs qui viendraient se connecter. Je pense par exemple à Nawix, une start-up française qui fait des oreillettes avec une petite puce intégrée pour mesurer l'activité du cerveau. Donc bien sûr, la qualité du signal est moins bonne que si on a accès au cerveau, mais ça évite la chirurgie. Et je pense que c'est plus ce genre d'innovation qu'on va voir se répandre dans le public. Bon, après, on a déjà des personnes qui, aujourd'hui, ont accepté de se faire poser des implants. Il y a un exemple récent d'une équipe franco-suisse, notamment avec le CEA Leti à Grenoble, avec un hôpital suisse, qui ont réalisé une expérience tout à fait remarquable sur le plan d'abord de l'éthique médicale, tout ça bien encadré. On a connecté donc une partie du cerveau d'un malade qui était handicapé, qui ne pouvait plus utiliser ses jambes, à sa moelle épinière pour lui permettre de remarcher dans des conditions, et tout ça étant piloté par une interface
informatique. Ouais. Et donc, ça existe existe déjà. De la simulation aussi pour les malades de Parkinson, par exemple. C'est en intracrânien, on faisait aussi, je pense. Donc, en Europe, il y a les annonces, il y a la mousse médiatique, et puis il y a ce qui se fait. Et en Europe, je ne pense pas qu'on soit tellement en retard sur le sujet. En tous les cas, pour des traitements éthiques de certaines maladies. Oui. Je pense qu'on n'en est pas encore à parler de la cybersécurité, de ces sondes donc, dans le cerveau. Sequoia va-t-il se mettre sur le coup? Le firewall du cerveau, on n'en est pas là, malheureusement. Mais il faut lire sur ce sujet Snow Crash, Oui, tout à fait. qui est la nouvelle de Neil Stephenson, D'accord. déjà 25 ans, je pense. Et cette interface homme-machine était plutôt non invasive, avec un laser qui venait balayer la rétine. Mais on parlait aussi de hacking, Tout à fait. de hacker le cerveau à l'époque. Mais c'est vrai que toute la question, c'est ce que vous dites, Yann, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme logiciel derrière, hein, comment on va nourrir notre intelligence, comment on va marier l'intelligence humaine avec l'intelligence Mais on le fait artificielle. déjà, et nous avons déjà tout ça aujourd'hui, ce sera évolutif. Le smartphone aujourd'hui dans notre poche n'est pas dans notre cerveau, mais c'est l'interface homme-machine par le biais du tactile et de l'œil qui fait que nous sommes déjà augmentés. Oui. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est l'évolution intermédiaire au niveau de la réalité augmentée. Voyons voir ce que Apple va sortir la semaine prochaine sur ces fameuses lunettes promises. Donc voilà, c'est l'étape intermédiaire et qui sera peut-être plus satisfaisante et plus facile à adopter pour le grand public. Bon, je vois que vous êtes assez serein en tout cas sur ce projet. Alors on passe à la troisième actu, sensibilisation contre le cyberharcèlement. C'est le ministre Jean-Noël Barrot qui, sur France Info, a dit qu'à partir de la rentrée, donc cette rentrée, tous les élèves de 6e suivront un module de sensibilisation pour les éduquer aux risques et aux bonnes attitudes à adopter en ligne en cas de harcèlement. Moi j'ai l'impression que c'était quand même déjà le cas, non ? Il y avait de la sensibilisation, mais pas un vrai passeport à passer avec une compétence. L'analogie qu'on peut prendre, je pense, c'est celle de la sécurité routière, qui faisait beaucoup de morts historiquement et qui en fait toujours, mais de moins en moins, heureusement. Et il y a eu l'ASSR, donc l'attestation de sécurité routière, d'élèves au collège, en 5e et en 3e. Et ça a changé quelque chose, ça ? Alors, j'ai pas les statistiques, mais à mon sens, en tout cas, ça a la vertu de sensibiliser les jeunes dès le collège. Maintenant, il y a une attestation en primaire aussi. Et donc finalement, sur le harcèlement, c'est quelque chose, je pense, qui va aller dans cette direction. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait plusieurs attestations au cours de la scolarité pour valider que les élèves sont tous sensibilisés. Donc vous, ça ne vous semble pas superflu ? Disons que ça ne résoudra pas le problème. C'est tellement profond comme problème, le cyberharcèlement, à l'école. Je pense que c'est un problème comme la sécurité routière qui va continuer à exister, mais on peut essayer de le réduire, en tout cas, en intensité. On a commencé par l'hygiène cyber, déjà il y a quelques années, justement, ne pas partager de mots de passe aussi, et donc sensibiliser les jeunes pour éviter justement ce genre de pratiques dangereuses. Et c'est simplement en fait aussi la prolongation de cet effort, je pense aussi, sensibilisation. Oui, c'est ça, parce que le sujet du harcèlement, c'est un sujet d'hygiène informatique, en fait. De comportement, mais aussi savoir comment... un petit peu. Alors, il y a un problème sociétal, mais qui ne va pas être réglé par un passeport contre le cyberharcèlement, je pense. Oui. C'est un problème bien plus profond de la société. Mais sur comment réagir, comment faire face en cas de cyberharcèlement, c'est apprendre, en fait, à se servir des outils numériques, des réseaux sociaux. Et il me semble que c'est important que la société s'organise pour éduquer les jeunes parce que les parents ne peuvent pas suivre. Les parents, en fait, tombent dans le panneau et donnent à leurs enfants des tablettes bien trop tôt, sans garde-fou, les smartphones, les tablettes, etc. Et c'est, il me semble, une bonne idée que le gouvernement s'organise via l'éducation nationale, mais ça pourrait être d'autres mécanismes, pour faire que tout le monde monte en compétences parce que la technologie va trop vite. Justement, c'est impossible pour chaque parent de savoir exactement comment créer des garde-fous. Oui, et puis ils n'ont pas forcément même les codes. Hein. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que nous demandons, et nous l'avons écrit à la Première ministre, avec d'autres organisations comme Numéum, comme la Société informatique de France. Nous avons écrit en mois de décembre à la Première ministre pour lui dire, écoutez, maintenant ça suffit, il faut que l'éducation nationale prenne le projet à la racine et que l'on déploie depuis le primaire jusqu'à la fin du parcours scolaire, ce qu'on appelle les humanités numériques. C'est-à-dire qu'on est dans une société où il est absolument indispensable aujourd'hui d'avoir une formation sur tout le parcours scolaire, qui soit cohérente avec les âges, mais qui soit continue, cohérente également dans le temps et dans le parcours, et qui soit... Qu'est-ce qu'on met derrière ces humanités numériques ? Eh bien, tout ce qui permettra, demain, à des futurs citoyens, à des futurs professionnels, d'être des citoyens, des professionnels éclairés
dans leurs usages du numérique et dans leur vie numérique, jusque dans ce cas-là de plus intime. Ça nous renvoie au cyberharcèlement. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a comme une forme de pensée magique. On n'explique pas aux gamins ce qui se passe derrière la souris, ce qui se passe derrière l'écran. Et comprendre les mécanismes intrinsèques. On peut le faire de manière très simple. De ce que c'est que le numérique, ça doit faire partie aujourd'hui de la formation de ce que j'appellerais l'honnête homme du 21e siècle, comme on parlait des humanités de l'honnête homme du 18e siècle. Aujourd'hui, c'est absolument indispensable. Ce n'est pas fait, ou c'est fait de manière trop parcellaire et de manière très incohérente. Et on rajoute un module ici, on rajoute un module là. Et alors qu'il faudrait qu'il y ait une logique d'éducation, éducation nationale, à ces sujets d'humanité numérique sur tout le parcours scolaire. Mais qui pour fournir cette éducation ? L'éducation nationale. Oui, non, mais je veux dire comme spécialité. C'est-à-dire, il nous faut des spécialistes du numérique ? Pas du tout, pas du tout. Les enseignants doivent être formés dès qu'ils sont recrutés à cette matière. Ça ne va pas être simple, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais si on ne le commence jamais, on n'y arrivera jamais. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, quel que soit votre niveau de formation, quel que soit le cursus universitaire que vous avez suivi, vous êtes en mesure d'expliquer de manière simple, avec des modules. On a des associations. Vous-même, on est capable... Léo, ils n'en ont pas jusque-là, les enseignants, quand on leur parle du numérique ? Oui, mais c'est difficile. Après, on a vu quand même, il y a des exemples. Il y a aussi, par exemple, les premiers secours, où on a réussi à faire des formations dans le temps scolaire pour former les jeunes aux premiers secours, comment réagir s'il y a un arrêt cardiaque. Mais on fait appel à des intervenants extérieurs. Alors oui, parfois, mais les enseignants aussi sont impliqués dans le process. On ne prend pas les élèves, on les sort de l'établissement pour les faire une formation complètement en dehors des murs, coupée du temps scolaire. Il y a quand même un lien avec les enseignants. Non, mais attention, c'est pas un programme où on claque des doigts et puis ça va se faire demain. Il faut mettre ça en place, peut-être sur 10 ans ou sur 15 ans, mais il faut commencer à un moment et le faire dans la durée avec une politique publique ferme, ambitieuse, mais qui ait un objectif clair. Et ça va prendre du temps. Vous avez eu une réponse ? Pour l'instant, on a eu une réponse assez partielle, qui n'est pas, pour l'instant, satisfaisante de notre point de vue. Mais on ne va pas lâcher l'affaire. Mais ça fait des années qu'on le demande avec des organisations comme Numéum ou comme la Société Partielle, c'est-à-dire ? Une réponse partielle ? C'est-à-dire qu'on a écrit, je ne vais pas dévoiler des annonces qui devraient être faites, encore que Jean-Noël Barrot l'a annoncé. Par exemple, nous avons demandé à ce qu'il y ait un dispositif particulier d'accompagnement pour 10 000 jeunes étudiantes dans les filières technologiques et numériques qui soient accompagnées de manière pour renforcer le nombre de femmes diplômées et sur des parcours longs, vous voyez, de type 5 ans, master, école d'ingénieur. Et ça, il y a eu une annonce de la Première ministre le 3 mars dernier, qui reprenait donc cette proposition de 10 000 étudiantes dans les filières et métiers du numérique. Jean-Noël Barrot nous a annoncé vendredi dernier que c'était confirmé et que ce dispositif allait être mis en œuvre. Et maintenant, nous tentons de voir comment est-ce qu'on peut opérationnaliser un tel dispositif, 10 000 par an, pour un dispositif en régime régulier de 50 000 jeunes étudiantes dans les filières et métiers technologiques, numériques, accompagnés vers ces professions. Et ça, Bravo. C'est tout à fait important. J'ai juste un petit exemple peut-être à mentionner pour rendre ça un peu concret. Un levier d'action, selon moi, qu'on peut actionner, c'est les témoins du harcèlement. Puisque la victime, c'est souvent difficile d'en parler et la personne qui commet le harcèlement ne va pas en parler, bien sûr. Les témoins, par contre, on peut leur expliquer au cours d'une simple formation comment réagir. Parce qu'en fait, certains ne savent juste pas comment réagir. Est-ce que je dois en parler à mes parents, à l'établissement ? J'ai peur d'en parler. Est-ce que je vais passer pour une balance ? Donc là, on peut simplement donner les réflexes à avoir. Et ça, simplement ça, en fait, ça peut déjà avoir un effet. En fait. Donc ça, c'est pas très long. Ça peut se faire sur une demi-journée de formation en 6e, je sais pas. Je pense que c'est ce genre de mesures qu'on peut déjà faire. C'est un peu pansement, mais ça fait déjà une première... ça aide un peu, je pense. Mais le problème est beaucoup plus profond que ça après. Allez, dernière actualité, c'est l'Europe qui travaille sa réglementation autour du déploiement des intelligences artificielles. Et là, en France, on se pose la question, est-ce que le Parlement européen ne va pas un petit peu trop loin sur la réglementation ? C'est Jean-Noël Barrot qui parle. Évidemment, il faut encadrer l'IA, mais il nous dit à ce stade, la position du Parlement est excessive. Est-ce que vous avez été surpris par cette prise de position déjà de notre ministre du numérique en France ? Non.
Non, c'est une bonne position. Ouais. La réglementation, je pense que Henri pourra élaborer là-dessus, la réglementation aujourd'hui essaye de contrôler un phénomène qui lui-même n'est pas du tout défini. Or, nous avons besoin de cette recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle. Mon point, il me semble, c'est l'application de l'IA dans les plateformes qui distribuent massivement cette IA. Donc, de manière très simple, il suffit de réguler la manière dont la technologie est distribuée et peut avoir un impact sur les humains, notamment lorsque la déception est organisée de manière massive. Donc je parle bien des plateformes comme Twitter, comme Meta, Facebook, qui sont des vecteurs de distribution massifs. Et qui sont déjà sous le coup de réglementation, voilà. Le DSA, le DMA. Tout à fait. Donc il faut évidemment utiliser le cadre réglementaire qui est déjà en place, le mettre en œuvre, l'appliquer de manière radicale. Et ensuite, l'intelligence artificielle, c'est un sujet de recherche. Je pense que Henri a d'autres arguments sur ce point. Mais des arguments courts, parce qu'on arrive à la fin du débat. Alors, de manière très courte, Jean-Noël Barrot connaît très bien ces sujets. J'appelle votre attention sur le fait que son directeur de cabinet, Renaud Vedel, était, il y a encore moins d'un an, le coordinateur national pour l'intelligence artificielle à la Direction générale des entreprises. Deuxièmement, nous pensons qu'en l'état, il y a trop de débats et trop d'imprécisions et trop d'imperfections dans ce texte, et qu'il vaut mieux pas de texte que ce texte. C'est plutôt personnel, mais enfin... Pour moi, c'est tranché comme avis. Je rencontre beaucoup... Non, mais... Et par ailleurs, nous pensons qu'il ne faut pas une régulation hard avec un texte qui aille très profondément définir tous les sujets de l'IA, parce qu'il n'embrassera pas la réalité de ce que sera dans 5 ans ou dans 10 ans l'intelligence artificielle. Mais Guillaume Avrin, qui a pris la relève de Vedel, justement, disait la même chose. On doit pouvoir avancer sur ces sujets d'IA aujourd'hui en France et en Europe et expérimenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Yann Lechel de Sens Digital, Léo Briand de Vitascience, Henri Dagrin du SIGREF qui viendra nous partager sa proposition prochainement et Fabien Dombard de Sequoia.io. On se retrouve après la pause.